Salut, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser le RAG, Retrieval Augmented Generation, pour améliorer les performances d'un LLM. Donc le RAG déjà ça a trois avantages. Le premier c'est de pouvoir réutiliser des données spécifiques. Par exemple avoir une base de données qui est à jour ou qui est privée ou qui n'est pas accessible directement sur Internet, qui va pouvoir être utilisée pour améliorer le contexte et donc l'intelligence du LLM. Ça va permettre ça. Aussi d'avoir moins d'hallucinations parce que plutôt que de se baser uniquement sur le contexte de toutes les données d'entraînement du LLM, on va aussi pouvoir ajouter des données directement dans son contexte sur lequel il pourra se baser. Aussi, ces sources-là, du coup, qu'on aura rajoutées dans le contexte, elles seront fiables et vérifiables parce que du coup, on les aura récupérées, mais on pourra du coup aussi les fournir à l'utilisateur pour qu'il puisse voir sur quoi le LLM s'est basé pour donner sa réponse. Donc, c'est assez pratique. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on peut facilement mettre à jour les données parce qu'il n'y a pas besoin de réentraîner le modèle. On peut directement changer juste la base de données RAG et le modèle prendra en compte du coup ces nouvelles données dans son contexte. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu comment ça se passera au niveau de l'implémentation d'un RAG. Donc concrètement, un RAG, on va avoir une base de données. Donc moi j'aime bien le faire avec une base de données SQL parce que c'est ce qu'il y a de plus classique, en l'occurrence PostgreSQL. Mais c'est le même principe, quelle que soit la base de données qu'on va utiliser. Donc du coup, on va avoir besoin de deux tables, grosso modo. On va avoir une table qui représente nos documents qu'on va ingérer. Donc là, on parle de documents, mais évidemment, selon le contexte, ça peut être des documents ou ça peut être aussi directement des données sous un autre format. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire un rag sur des commentaires de commerciaux pour une boîte de maquillage de luxe. En l'occurrence, c'était directement des gros fichiers JSON qui contenaient l'ensemble des commentaires des commerciaux qui étaient analysés, qui étaient ingérés dans la base de données. Donc voilà, c'est pas forcément uniquement des fichiers, mais on va dire la manière la plus standard de faire ça, c'est avec des fichiers. Donc du coup, on va avoir notre base de données qui va contenir l'ensemble des documents, avec le contenu intégral des documents, et éventuellement des métadonnées pour décrire un peu mieux les documents si c'est nécessaire. Je ne vais pas m'étaler sur ça parce que ça dépend évidemment de chaque projet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de découper ces documents en plusieurs petits morceaux pour que ce soit plus simple à gérer par l'algorithme de RAG. Donc du coup, on va aussi avoir une table document chunks pour dire les morceaux de documents qui, pareil, va contenir cette fois-ci juste le contenu du morceau qu'on va analyser, la référence vers quel document ce morceau a été récupéré, et enfin, un vecteur, et ça je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, c'est ce qui va nous permettre après à la base de données de retrouver quel élément est le plus pertinent à utiliser dans le LLM. Voilà, donc globalement comment ça va se passer l'ingestion dans la base de données. On va parcourir l'ensemble de nos documents, on va la découper en petits morceaux plus gérables par le LLM. Ensuite, on va éventuellement nettoyer les morceaux de texte. Par exemple, si il y a des images, des choses qui ne sont pas forcément pertinentes, on va vraiment essayer de se limiter au maximum pour avoir juste ce qui peut être utile pour la recherche. Donc, du coup, on va faire cette phase-là. Une fois qu'on a nettoyé nos morceaux de texte, on va pouvoir générer ce qu'on appelle un vecteur à partir du texte. Donc, concrètement, un vecteur, ça va être un modèle d'IA, ça va pas être un LLM, mais ça va être un autre modèle d'IA qui est capable en fait de prendre du texte et le convertir en un vecteur qui contient un ensemble de nombres. Donc concrètement, on va avoir par exemple une phrase comme quelles sont les salles disponibles, et automatiquement notre LLM il va transformer ça en une liste de chiffres et de nombres comme ça. Donc on peut se demander pourquoi on veut faire ça. En fait, c'est parce que ça va être assez pratique parce que un texte comme ça, comparer deux textes, à part le faire exactement caractère par caractère, c'est compliqué. Là, le fait de l'avoir transformé en un vecteur comme ça va faire qu'on va pouvoir directement, à partir d'une requête utilisateur, retrouver les morceaux de texte qui sont les plus proches sémantiquement du texte envoyé par l'utilisateur. Donc du coup, concrètement, ces vecteurs-là, c'est comme si on peut s'imaginer qu'on les plaçait sur un genre de graphe. Donc là, je vous en ai fait un ici.
Et typiquement, mettons qu'on avait des vecteurs à deux dimensions avec x et y, bah, la phrase le collaborateur doit soumettre sa note de frais via l'outil interne, c'est assez proche de la phrase le collaborateur doit soumettre sa note. Non, pardon, je m'étais trompé, mais en gros, par exemple, ça pourrait être proche de les employés doivent utiliser Ticket Plus pour toutes les notes de frais. Et là, en fait, on voit que sémantiquement, c'est assez proche parce que ces deux textes-là sont quasiment la même chose. Par contre, si on prend par exemple pour réserver une salle de réunion, utiliser l'application Bookroom, ça ressemble un peu, mais c'est quand même un petit peu plus éloigné de ces deux phrases-là. Voilà. Donc là, c'est un peu le principe, et du coup, plus c'est éloigné, plus on va aller loin. Et ce qui va être assez pratique avec ça, c'est que si par exemple on demande euh, comment soumettre ces notes de frais, automatiquement, quand on va le transformer en vecteur, ce vecteur il va être assez proche de ces deux-là, et du coup, probablement, le RAG il va automatiquement renvoyer ces textes-là quand on va lui faire une requête. Donc voilà. Donc pour ça, on va utiliser un algorithme de recherche par similarité. Donc en gros, concrètement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir nos deux vecteurs qui vont être, celui du user prompt et le vecteur qui est dans la base de données, donc du morceau de document. Et du coup, il va essayer de comparer les deux pour trouver lequel est le plus proche de l'autre. Donc ça, pour le coup, on utilise un algorithme d'algèbre linéaire. Il y en a plusieurs. On peut soit faire un dot product, donc un produit entre les deux vecteurs, une multiplication vectorielle en français. On peut faire aussi une distance cosinusoïdale. Et enfin, le dernier, c'est une distance euclidienne. Ça va vraiment dépendre du type de vecteur qu'on compare, parce qu'on peut aussi faire du RAG sur des images, par exemple. Là, en l'occurrence, je vous montre un exemple avec le texte. Ce qui marche bien pour le texte, c'est d'utiliser dot product ou cosine distance. L'avantage de cosine distance, c'est que ça marche même avec des données qui ne sont pas normalisées. Alors que dot product, on part du principe que les données sont normalisées. Mais si par exemple c'est un modèle d'OpenAI comme Large Embedding 3, un truc comme ça, je sais plus exactement le nom, mais ça ressemble à ça. Ce modèle-là, il normalise directement les vecteurs. Donc du coup, on peut soit faire un dot product, soit directement utiliser soit directement utiliser cosine distance, mais dot product, vu que c'est plus performant, dans le cadre des modèles qui ont des vecteurs normalisés, je vous conseille plutôt d'utiliser ça. Voilà, donc là en gros ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé notre donnée après l'avoir découpé en petits morceaux, et enfin on génère le vecteur d'embedding à partir du texte. Donc je reprécise, hein, mais au niveau de la découpe de données, ça va vraiment dépendre du type de données, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus, mais globalement par exemple si on a des longs textes dans des documents, on peut le découper soit en phrases, soit en paragraphes. S'il y a un découpage sémantique qui fait que les morceaux sont déjà relativement petits et bien rangés, on peut utiliser ce système-là. Ça va vraiment dépendre du type de données. Mais l'idée, c'est que ce qu'on envoie au vecteur, c'est un texte le moins pollué possible. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre vecteur qui est généré et on va le sauvegarder dans la base de données, dans la table document chunk. Donc là, en gros, dans notre table document chunk, on va avoir notre contenu, et aussi on va avoir notre embedding, qui est notre fameux vecteur. Donc là vous voyez on a mis un chiffre entre parenthèses du nom du vecteur. Ça c'est parce qu'il faut préciser évidemment le nombre de dimensions du vecteur. Parce que en fonction du modèle qu'on va utiliser, on va pas avoir le même nombre. Par exemple, je crois que si on utilise embedding small de OpenAI, ça va être un truc genre 1536, alors que si on utilise embedding large, on va avoir 3076. Et ça c'est vraiment propre à chaque modèle, donc c'est quelque chose qu'il faut bien vérifier avant de l'utiliser. En l'occurrence, moi je vous disais que j'aimais bien pour sauvegarder mes vecteurs utiliser directement la base de données PostgreSQL. Donc là, ça utilise PostgreSQL avec une extension qui s'appelle pgvector. Et du coup, cette extension, ce qu'elle va permettre de faire, c'est tout simplement rajouter un type vecteur dans une base de données SQL classique, ce qui va nous permettre de faire des choses assez pratiques, comme du coup des requêtes qui vont à la fois prendre en compte
la distance de vecteur, donc le calcul de similarité dont on parlait un petit peu plus haut, mais aussi d'autres choses comme par exemple la date ou on pourrait dire la taille du texte, etc. Donc ça va permettre de combiner les deux dans une même base de données, donc c'est assez puissant. Après, il y a d'autres types de bases de données vectorielles, comme par exemple Vertexia de Google ou, euh, ou Pinecone par exemple, qui sont des outils en ligne qui permettent directement d'utiliser des bases de données. Du coup, voilà, donc là on a vu à peu près tout ce qui se passait pour l'ingestion de données dans la base de données. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu plus comment ça se passe quand un utilisateur ou une utilisatrice va faire une requête. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que on va prendre le prompt utilisateur, le transformer directement en un vecteur. Donc ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus haut. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer les filtres SQL classiques, hein, comme on disait, par exemple pour limiter par date, etc. Ça peut être assez pratique justement quand on utilise un RAG d'avoir aussi des filtres SQL classiques, parce que comme ça évite justement les faux positifs, etc. Parce que tout simplement, s'il y a des données qui sont plus valables, on va pouvoir les filtrer en disant ne les prends pas en compte et ne les envoie jamais dans le contexte. Donc comme ça évite que le LLM risque d'envoyer des données qui ne sont plus à jour, par exemple. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les vecteurs des différents chunks et les comparer en faisant un- une comparaison de similarité. Donc du coup là par exemple on va utiliser cosine distance ou dot product. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tous les morceaux qu'on a réussi à récupérer. Donc là par exemple on voyait dans notre exemple plus tôt on pourrait récupérer le collaborateur doit soumettre sa note de frais dans l'outil interne et les employés doivent utiliser Ticket Plus. Et une fois que on a récupéré ces morceaux-là, on va les injecter dans le prompt du LLM, puis générer la réponse finale. Donc là, comment ça se passe concrètement? Mettons qu'on a récupéré nos petits morceaux. En fait, on va pouvoir écrire un prompt, quelque chose un peu comme ça. Où là, on va pouvoir dire tu es un assistant RH pour l'entreprise, nanana. Base-toi sur le contexte pour répondre à la question. On va ingérer le contexte, donc mettre les différentes phrases qu'on a sélectionnées dans le LLM. Une fois qu'on a fait ça, on va écrire la question utilisateur et ensuite on va pouvoir avoir le LLM qui nous génère sa réponse. Donc du coup voilà, par exemple là il va pouvoir dire non, la politique interne dit que le télétravail est limité à 3 jours, blablabla. Donc voilà, donc là en fait c'est comme si on utilisait un LLM classique, c'est juste qu'on a, grâce à ce système de vecteurs, on a pu récupérer et ajouter au contexte les différents éléments de texte qui sont stockés dans notre base de connaissances, qui est tout simplement une base de données SQL enrichie avec des systèmes de vecteurs. Voilà, c'est tout pour le fonctionnement du RAG. Un dernier truc que je peux vous montrer concrètement, c'est au niveau de l'implémentation. Ce qu'on va pouvoir faire par exemple pour récupérer les différents morceaux dans notre base de données, c'est qu'on va pouvoir utiliser des opérateurs un peu spéciaux qui sont fournis par l'extension PGVector, qui permet de calculer la similarité entre deux embeddings. Donc là en l'occurrence l'embedding qui est passé en paramètre par l'utilisateur ou l'utilisatrice, et l'embedding qui est dans notre table document chunk. Et du coup, on peut dire par exemple si c'est supérieur à 0,8, donc ça veut dire que c'est relativement proche. Dans ce cas-là, on le récupère. Et on peut rajouter d'autres filtres, hein, comme on a dit, comme la date, comme le nombre de caractères, etc., etc. Et on peut trier la réponse par similarité, comme ça, les réponses les plus pertinentes sont en haut. Et voilà, mettre une limite. Donc voilà, globalement, là, on a fait le tour du fonctionnement d'un RAG. Donc là, c'est assez dense. Je ne suis pas allé dans le détail un peu exprès. Dans un vrai cours, il faudrait plus détailler chaque petit élément. Mais là, ça permet d'avoir une idée un petit peu générale de comment ça fonctionne. Et voilà. Et aussi, je l'ai fait en une take, donc c'est pour ça que c'est un petit peu à l'arrache. Mais pour montrer un petit peu comment je présenterai un cours, je pense que ça devrait suffire. Bonne journée.